Quel livre choisir pour cette rentrée littéraire? La question se pose chaque mois de septembre avec quelques 600 romans inédits pour ce cru 2015. Et comme chaque année, on essaye d'y voir un peu plus clair avec les recommandations du monde des livres. Alors Jean Birnbaum, vous allez nous prodiguer donc vos conseils littéraires. Mais avant de commencer, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette rentrée compte beaucoup de voix de femmes auteurs fortes. Ouais, c'est un des moyens de s'orienter dans cette rentrée dont vous avez dit qu'elle est foisonnante, elle est très belle, très ouverte, très enthousiasmante. Et elle fait entendre effectivement des voix de femmes très fortes. Ça me fait penser à ce livre d'une historienne qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Michèle Perrault, qui avait publié un livre intitulé Les femmes ou les silences de l'histoire, où elle montrait que la domination masculine ou l'inégalité des sexes, c'était pas seulement les inégalités au foyer, les inégalités domestiques, d'inégale répartition des tâches, c'était aussi les inégalités de répartition des traces dans l'histoire. Et elle disait, au théâtre de la mémoire, eh bien, les femmes sont ombres légères. Ça veut dire, voilà, il y a très peu de traces féminines. Et un des moyens, disait Michèle Perrault, de faire triompher les traces des femmes ou les mots des femmes, eh bien, c'est justement la littérature. Et dans cette rentrée, il y a beaucoup de livres signés par des hommes qui sont extrêmement beaux, Christophe Boltanski, Mathias Hénard, Eddie Cadour, mais moi, j'ai pensé à ces phrases de Michèle Perrault en lisant les livres de cette rentrée qui font effectivement entendre des voix de femmes très fortes. Et on va commencer avec Ce cœur changeant d'Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier. C'est un roman d'apprentissage qui raconte l'histoire d'une jeune Danoise qui débarque à Paris en 1909. Voilà, alors Agnès de Sarthe, qui est un auteur clairement qui a 1000 cordes à son arc, elle est traductrice, elle est romancière, elle a écrit des livres pour la jeunesse, des récits familiaux, des essais également. Là, elle revient avec un vrai roman qui a effectivement tout l'air d'un roman d'apprentissage, une jeune Danoise qui débarque à Paris en 1909, qui va connaître une forme de misère, de vie de bohème, qui va faire la fête, qui va faire le ménage. Et en même temps, on verra très vite que Agnès de Sarthe subvertit ou joue avec les codes du roman d'apprentissage et aussi propose une forme de réflexion très ambitieuse. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de virtuosité sur quelque part aussi justement le rapport des femmes à la littérature. Je voudrais juste vous citer quelques lignes donc de Ce cœur changeant. Vas-y Rose, puisque l'héroïne s'appelle Rose, vas-y Rose, essaie, au pire ce sera mauvais, on ne le publiera pas, personne ne sera au courant. Au mieux, tu t'en sentiras comme après une longue promenade en forêt ou en mer, comme à l'issue d'une partie que tu aurais gagnée mais sans faire de perdant. Ce sera une bagarre, une bonne bagarre. C'est là qu'on prend des forces, surtout nous, surtout les femmes. Voilà, donc on est au cœur de notre sujet. Et d'ailleurs, il y a d'autres livres de femmes dont vous vouliez parler assez rapidement. Alors on ne peut pas tous les citer, mais je voudrais effectivement en nommer quelques-uns qui nous ont vraiment frappés en cette rentrée. Par exemple, celui de Nicole Lapierre, Sauf qui peut la vie. Nicole Lapierre qui est une sociologue, qui a fait des livres sur l'identité, sur la mémoire, et qui a publié un récit très littéraire sur sa famille, à nouveau, sa mère, sa grand-mère, sa sœur. Et à partir de ce récit familial, il y a une vraie réflexion sur l'engagement, l'universalisme, l'engagement dans l'histoire. Une toute jeune femme, Lise Charles, qui doit avoir 27 ans aujourd'hui, c'est son deuxième roman, Comme Ulysse. C'est à nouveau l'histoire d'une jeune femme qui débarque non pas là à Paris, mais à New York, qui va rencontrer un peintre, devenir son modèle et qui va poser sur les êtres qu'elle rencontre un regard à la fois très très ironique et un peu nostalgique. C'est un livre d'une jeune femme qui vraiment impressionne et qui est évidemment très prometteuse. Diane Meur, La carte des Mendelssohn, c'est chez Sabine Vespizer. C'est l'histoire de Diane Meur qui a une passion depuis longtemps pour le philosophe du XVIIIe siècle, Félix Mendelssohn, et qui va partir sur les traces de ce philosophe, faire la généalogie de sa famille. Et à travers cette généalogie, cette enquête, il y a à nouveau une réflexion sur l'identité, sur l'histoire. Et puis un mot encore de Sophie d'Ivry, on en avait déjà parlé ensemble l'année dernière. Sophie d'Ivry qui avait déjà publié chez Notabilia un livre intitulé La condition pavillonnaire. Là, elle revient avec Quand le diable sortit de la salle de bain. À nouveau, c'est très drôle et en même temps, ça traite un sujet dur parce que c'est la précarité. Ça parle de factures, de Pôle emploi, de supermarché, de pâtes, mais c'est une façon très drôle et très corrosive d'aborder la précarité dans ce qu'elle est plus matérielle et concrète aujourd'hui. Alors on va quand même revenir sur les événements de cette rentrée littéraire, notamment le dernier... D'autres événements. Voilà, notamment le dernier Delphine de Vigan qui avait connu un énorme succès avec son précédent livre Rien ne s'oppose à la nuit. Et justement, son nouvel opus, D'après une histoire vraie, chez Lattès, revient sur ce succès littéraire. Oui.
énorme succès. Elle commence par raconter le rapport avec ses lecteurs qui venaient lui tomber dans les bras dans les mois qui ont suivi l'apparition de son précédent livre, livre autobiographique qui raconte encore d'ailleurs en partie l'histoire de sa mère, une mère qui se suicide, et les lecteurs venant la voir, lui tombant dans les bras, lui disant mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fort ce que vous avez écrit, et surtout qu'est-ce que vous allez bien pouvoir écrire après ça. C'est la question qu'on lui pose en permanence pendant les mois qui ont suivi l'apparition de ce livre. Et là, dans ce nouveau texte, elle revient sur ce moment de doute où elle se pose elle-même cette question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire après ça? Et au même moment, dit-elle, et c'est le nœud de l'histoire, elle rencontre une femme qu'elle désigne juste d'initiale elle, c'est juste elle comme ça, et qui essaie de prendre le pouvoir sur elle, de prendre le pouvoir sur son écriture, sur son corps, même sur sa vie. Et à travers cette relation très ambiguë, ça se lit comme un polar, il y a quelque chose à nouveau comme une réflexion, une méditation très belle et très bien ficelée, c'est très efficace, une méditation sur les relations entre fiction et réalité, entre littérature et vérité. Et pour finir, Jean, on ne peut pas finir cette chronique sans parler de l'autre grand événement, enfin d'un autre grand événement de la rentrée, le dernier Christine Angot, Un amour impossible chez Flammarion, et donc qui revient sur son histoire familiale et qui rend hommage à sa mère. Oui, changement de ton chez Christine Angot. Elle revient sur cet événement fondateur pour elle, l'inceste, le viol par le père. Et en même temps, changement de ton et de séquence. Elle revient effectivement, elle élargit le champ. Le ton est beaucoup plus doux en apparence. Le champ est beaucoup plus large. C'est l'histoire de sa famille, la rencontre de ses parents à Châteauroux, un père linguiste raffiné, dominant, une mère issue d'un milieu social beaucoup plus modeste, qui a commencé comme dactylo dans un garage toute jeune. Et puis ce père qui prend le plus en plus de pouvoir sur cette femme, et Christine Angot qui, à travers la littérature, va rendre à sa mère de la présence, de la fierté, de la liberté aussi. Il y a quelque chose comme une littérature qui rejoindrait la loi du talion, c'est-à-dire c'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est œil pour œil, mot pour mot. Et comme souvent avec les grands livres, à travers cette histoire très précise, cet hommage, cette espèce de geste de vengeance ou de justice à l'égard de sa mère, à partir donc de quelque chose de très précis, Christine Angot projette une lumière qui éclaire nos vies à tous. Et on retrouve dans ce livre ce qui fait la force de Christine Angot depuis toujours, c'est-à-dire une certaine conception de la littérature comme vérité et de l'écriture, je dirais, comme courage. Merci beaucoup Jean pour tous ces conseils. Et si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, les conseils que nous vous donnions avant le début de l'été sont toujours valables et vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Bonne lecture.